Le cercle, si vous voulez, avec Anita Rossi. À vous l'applaudir, vous pouvez, hein, il ne faut pas vous gêner ici. Voilà. Quand on est allé se déplacer chez vous, hein, dans le 15e arrondissement, mais on a fait d'autres EHPAD de la ville de Paris, on était aussi allé à Cachan, donc on a été dans différents EHPAD, on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Alors, je ne vais pas faire la publicité parce qu'on est l'espace éthique d'Île-de-France, mais on a été quand même surpris par la qualité de l'accueil, par des locaux qui sont des locaux adaptés, l'ouverture notamment sur les proches, l'ouverture sur la cité. Alors j'aimerais demander à Anita finalement comment elle réagit par rapport au rapport et comment elle voit finalement l'EHPAD dans ses évolutions. Puisque quand on va dans certains EHPAD, ceux qu'on connaît par exemple, on voit que l'évolution a commencé. Alors, c'est vrai que j'étais un peu frustrée d'entendre certaines choses parce que c'est bon. J'ai eu la chance dans ma carrière de bouger beaucoup dans différents départements. Et il est vrai qu'il y a certains départements, il y a certains établissements qui sont vraiment, qui sont oubliés et qui n'ont pas les moyens qu'on a aujourd'hui, peut-être sur Paris ou ailleurs. J'ai eu la chance sur Paris d'ouvrir 3 établissements. Je crois que j'ai eu la chance aussi de pouvoir choisir mon personnel avec qui j'avais envie de travailler et qui avait envie de travailler autour de moi, autour d'un projet, autour d'une philosophie de la vie que j'ai personnellement et que j'avais envie de partager avec les uns et les autres. J'ai eu la chance d'avoir un médecin co qui m'a suivi, qui me suit depuis 10 ans. Aujourd'hui, je gère 2 établissements sur Paris, dans le 15e, et je ne peux pas concevoir qu'un soignant vienne travailler sans le sourire. Je les croise tous les matins à 7h parce que je sors ma chienne et que voilà, pour moi c'est un vrai bonheur de les voir arriver. Et de savoir qu'on développe une vie, et pour moi on vit jusqu'au bout. On profite, il y a des risques à prendre, il y a une philosophie à mettre en place, il y a le respect. Je pense qu'il n'y a pas un soignant qui passe à côté d'un résident sans dire bonjour ou avoir un sourire ou dire quelque chose. Je pense que le directeur aussi, il a un rôle très très important à la tête des établissements. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le goût, c'est lui qui transmet certaines choses. Alors il n'est pas tout seul parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire derrière. Voilà, on a la chance de tous adhérer sur la formation Humanitude qu'on a effectivement depuis 2 ans en cours dans les 2 établissements. On a un programme d'animation qui est percutant et qui est proche des demandes et des souhaits des résidents. On essaye de sortir un maximum de personnes quand on peut. On fait rentrer beaucoup de gens. J'ai contacté beaucoup d'écoles pour les jeunes adultes qui viennent faire des activités, des animations avec nos résidents, qui s'occupent des résidents, enfin, qui des sorties qui puissent être organisées au parc à côté. Il y a des écoles de coiffure qui viennent aussi et d'esthétique. Il y a la crèche à côté parce qu'effectivement on a une crèche sur chaque maison. On a ouvert la maison sur l'extérieur parce qu'on fait tous les ans et ça c'était un peu innovant sur Paris. Je souhaitais faire la fête des voisins. Donc je l'ai fait dans le 13e pour la première structure, je le fais dans le 15e. On a tous les ans à peu près une centaine de personnes qui viennent dans l'établissement. Pour moi, l'établissement, c'est un lieu de vie avant tout et il faut qu'on s'autorise plein de choses jusqu'au bout. Voilà, savoir prendre des risques, accompagner les personnes âgées, rire, partager des bons moments. On a aussi une unité de vie protégée qui elle est ce qu'elle est. On a 16 résidents. C'est un service qui a été assez bien réfléchi par un architecte qui était sensibilisé par la maladie, je pense, à l'époque. D'où on a une très très belle terrasse effectivement accessible où le résident peut circuler comme il veut. On laisse ouvert, il est libre d'aller et venir. On a une énorme place aussi ouverte pour les familles parce que la famille est très importante en fait, il y a beaucoup de culpabilité, mais on ne peut pas faire sans la famille autour du résident. Donc pour nous, la famille n'est pas... Il n'y a pas d'horaire de visite. Ils viennent quand ils veulent. Quand le soir à 21h, ils ont envie de passer voir leurs parents, eh ben, ils viennent. La maison n'est pas fermée. Et régulièrement, donc tous les 2 mois, j'organise des réunions de rencontres avec les familles afin qu'on puisse parler de certaines choses de la vie en EHPAD, de leur ressenti aussi, qu'ils me fassent un retour de ce qui va, de ce qui ne va pas. Moi, je travaille dans la transparence avec eux et avec les résidents. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est un investissement énorme, c'est aussi rebooster le moral de certains soignants. On a été solidaires par rapport à cette période de grève et on le sera tout le temps. On est peut-être moins concernés aujourd'hui que certains établissements qui sont en difficulté, mais je pense que par principe et par respect, on sera solidaires à ce mouvement-là. Et il est temps qu'on en parle des EHPAD. Ça fait 20 ans que je travaille en gériatrie, 20 ans que je me bats et que j'apporte beaucoup de choses dans mon quotidien avec mes équipes. C'est un vrai bonheur de travailler en EHPAD. Mais j'étais très fière effectivement qu'on parle des EHPAD aujourd'hui. Et très émue de ce que vous avez pu écrire. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Mais je vous invite vraiment à venir visiter les établissements. Il y a... Voilà, pardon. Les 2 d'ailleurs dans l'équipe, à avoir retenu notre chambre dans les EHPAD.
dépasse la question de l'entrave liée aux maladies cognitives. Qu'est-ce que vous retiendrez s'il y avait une urgence pour vous, pour transformer le coup de baguette magique? Qu'est-ce que ça serait? Alors pour moi, un établissement, effectivement, on peut y rentrer, on peut y sortir. On n'est pas condamné dans un établissement. J'ai toujours dit à un résident, je n'ai jamais gardé quelqu'un de force ici. On fera tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien, mais on a le droit de rentrer et de sortir. Les familles sont là et c'est vrai que le fait de repartir, faire un séjour à domicile. J'ai une résidente actuellement, son appartement est à 1 kilomètre de la maison de retraite. Toutes les après-midi, elle part avec son déambulateur, elle va chez elle et elle revient le soir pour 19h ou 19h30. Parfois, on est obligé de mettre son dîner de côté, parfois pas. Mais elle est libre. Et quand je vais au sport le soir, je la croise et je lui dis, bon, n'oubliez pas de retourner. Elle me dit, j'y vais à mon rythme. C'est ça le bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, ouvrir les maisons de retraite, c'est effectivement d'avoir un échange entre des jeunes qui rentrent pour faire de l'animation, pour occuper nos résidents, mais de pouvoir sortir aussi, de pouvoir rentrer dans un établissement, d'être bien. Nous, on a eu des résidents qui sont repartis à leur domicile parce qu'ils ont fait un progrès énorme et qu'au bout de 2 ans, il y avait une résidente qui m'a dit « je repars chez moi ». Elle avait gardé son appartement et voilà. La télémédecine, c'est une chose. Effectivement, ça nous avance bien des choses quand il y a des déplacements impossibles, mais il y a la vie avant tout. Voilà. Je vais donner la parole à une aide-soignante, à une de vos collègues, donc, qui est en Normandie. Et juste un point qui m'avait beaucoup frappé quand on s'est trouvé dans votre EHPAD et qu'on a organisé l'après-midi entre guillemets éthique, vous aviez, vous, avec votre équipe, choisi une thématique importante qui est la problématique des proches, leur culpabilité, et comment vous les accompagnez, puisque votre équipe de psychologues accompagne aussi bien la personne qui va être hébergée pour un temps plus ou moins long dans l'EHPAD que la famille. Et je trouvais dans votre rapport quelque chose d'important au niveau de la vie démocratique, c'est comment refaire confiance à une société qui n'abandonne pas les plus vulnérables. Et c'est vrai que dans la méthode, mais il n'y a pas que chez vous que j'ai vu cette attention portée aux proches, le proche qui est complètement démuni, c'est quelquefois le conjoint qui est accompagné, notamment dans la maladie d'Alzheimer, pendant 10-12 ans, l'être cher, et qui est arraché avec tous ces conflits de loyauté. À un moment donné, il n'a plus le choix, il tient plus le coup, et on sait qu'une structure dédiée est préférable. Je crois que c'est ça aussi qui est important dans votre rapport. Vous dites par exemple, les proches doivent être accompagnés au sein des EHPAD, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette responsabilité, cette mission. Il y a aussi tout le travail qu'on voit sur l'anticipation. Avant qu'il y ait l'EHPAD, il y a les SIAD qui interviennent au domicile. Il peut y avoir des séjours temporaires. C'est le cas chez vous, c'est-à-dire que la personne vient passer quelques jours pour voir si elle s'acclimate ou pas. Il y a tout ce travail finalement qui n'est pas uniquement le coup près qui tombe à un moment donné où, faute d'avoir anticipé, par défaut, on se retrouve finalement privé d'une réalité à laquelle on était totalement attaché. C'est toute cette culture qui se développe. Alors avant, oui, et je suis désolé, hein, nous avons qu'un micro. Alors c'est vrai que le lieu de vie c'est très très important et par contre on est souvent confronté aux problématiques de la législation concernant par exemple rien que la personnalisation des étages ou des services. Tout doit être effectivement normé, inifugé et que quand on essaye de recréer un petit cocooning comme à la maison, eh ben on est arrêté par ces mesures-là. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. On arrive quand même à rendre un peu plus personnel les services, mais très souvent c'est un gros problème. Je sais que vous avez envie aussi d'intervenir, mais oui, on ne vous a pas détaillé toutes les mesures. Il y en a 36, donc on ne va pas toutes les détailler. Il y a des mesures qui sont plus technique, et celle-là en est une. En effet, on demande dans une des propositions, et au niveau de l'administration centrale en particulier, de simplifier. Simplifier pour les normes, simplifier en général. C'est un secteur comme beaucoup d'autres en France, où c'est quand même la technocratie qui domine, il faut bien le dire. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les directeurs, mais pas seulement. Quand on voit
à quoi ils sont soumis, sur le plan de la technocratie, sur le plan des normes, sur le plan du CEPOM, hein, que vous allez devoir là maintenant. Franchement, c'est effrayant, quoi. Quand on compare justement avec les autres pays, on se rend compte à quel point on peut être freiné par toute cette technocratie, réellement. Et donc là, c'est une des mesures, en effet, sur lesquelles on insiste, c'est pas la seule. Il y a aussi l'aide sociale, il y a aussi le rôle des départements, puisque vous savez que les départements aussi sont partie prenante. Le rôle de l'État, ça, c'est des choses qui sont plus techniques, mais qui sont absolument indispensables, qu'on doit réformer pour pouvoir promouvoir justement l'EHPAD de demain. Pardon. Oui, non, juste, effectivement, on parlait de la difficulté de maintenir un lieu de vie, où là, c'est la soignante qui parle, et où moi, j'avais souvent été choquée dans différents EHPAD. Du moment où vous rentrez en EHPAD, certains EHPAD, je l'ai vu, vous mettent un patch de nicotine. Parce que c'est dangereux de fumer en chambre, vous pouvez mettre le feu à l'établissement, donc du moment où vous rentrez dans un établissement, vous arrêtez de fumer. Donc, j'ai souvent eu des problèmes avec mes directions à cause de ça, mais je considère que si la personne est allée jusqu'à 91, 92 ans en fumant, je pense que le fait de continuer à fumer, ça la met pas trop en danger. Et vraiment, dans la politique du lieu de vie, moi, ça m'est arrivé une fois et ça m'avait un petit peu choqué, un général que j'avais qui était mais d'une humeur exécrable, ce qui était souvent le cas, mais là quand même vraiment. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il me regarde, il me dit, tu te rends compte ? C'est la première fois en 60 ans que je ne vais pas voter. Et effectivement, et pourtant je faisais de la politique. Et donc moi j'étais allée voter la journée. Du moment où vous rentrez dans l'EHPAD, vous perdez limite votre droit d'aller voter parce que du moment où vous êtes en établissement. Donc c'est des petites choses, mais le fait de pouvoir fumer, le fait de pouvoir voter, enfin, on reste des êtres humains même âgés. Et ah oui, alors ça, la sexualité, mais alors ça, là, on peut en faire un triple rapport. Enfin voilà, on reste des personnes normales. Et c'est vrai que sur la sexualité, une fois, j'avais demandé aux enfants si, lorsqu'ils pensaient aller tromper leur mari ou leur femme ou leur épouse, s'ils allaient demander l'avis aux soignants et à leurs parents. Généralement, ils me répondaient non. Je leur disais, bah écoutez, alors ça va être à peu près la même chose. Mais voilà, on reste des êtres humains, même âgés. Ça pourrait. C'est le second rapport, celui qui n'est pas diffusé. Alors on va continuer, ensuite je donnerai la parole. Mais je sais que Véronique Lefebvre-Desnouettes, psychiatre d'un établissement de 1000 personnes, qui n'a qu'un psychiatre a envie d'intervenir. Juste une parenthèse, regardez sur notre site les universités d'été qu'on organise depuis 2010. Vous voyez que toutes ces thématiques ont été des thématiques abordées. Mais pendant des années, elles n'étaient pas audibles. Et on rentre dans un moment, et je pense que votre rapport va y contribuer, le fait d'avoir une dimension... Oui, mais en tous les cas, tout est là, à mon avis, et c'est là où organiser une réunion comme aujourd'hui, c'est aussi intéressant. Puis il y a le relais aussi d'Âge Village, qu'on regarde très régulièrement. Je vais donner la parole à Annie de Vivi. Alors, dans nos universités d'été, on n'a pas notre soignante de service, puisqu'il y a à peu près 700 personnes qui viennent, être soignants, psychologues, enfin, tout le monde est bien représenté. Mais souvent, on a demandé à Sylvie Grécourt d'intervenir avec son expertise du quotidien. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la nuit le quotidien, puisque c'est l'aide-soignante de nuit. Parce qu'il m'avait impressionné quand elle nous racontait qu'elle amenait ses tisanes, qu'elle faisait ses petits gâteaux, parce que dans son établissement, il n'y a plus de budget pour les gâteaux. Donc le soir, bon, elle avait été aussi attentive aux interventions sur l'humanitude, l'histoire de se retrouver en pyjama, comme ça a été évoqué, pour que les personnes ne soient pas surprises du fait qu'on était la nuit. Voilà, je donne la parole à Sylvie Grécourt. Oui, alors, dans mon service fermé, je suis désolée, mais le service, il est fermé. J'arrive le soir, déjà, la première chose, c'est que je leur dis bonjour à tous, même ceux qui ne me regardent pas. Parce que c'est important de se présenter et de leur dire, voilà, je suis là. Bon. Après, c'est vrai qu'il a fallu que je me batte pour créer un moment où je réunissais tout le monde avant d'aller se coucher. Donc je me suis battue pour avoir des tisanes, je me suis battue pour avoir des petits biscuits, Emmanuel en est témoin, donc je ramenais tout ça, et aussi pour avoir des rideaux aux fenêtres, parce que ils vont pas se coucher parce qu'il fait jour, donc ils veulent pas aller
C'est normal. Vous n'allez pas aller vous coucher à 7 heures du soir avec le soleil. Donc, c'est vrai que l'administration est un petit peu lourde dans ce domaine, un petit peu, parce que on a l'impression que nous, soignants, on est obligés de tout apporter, de tout inventer, de tout donner. Mais il n'y a qu'une chose qu'on peut apporter, c'est la gentillesse. Ils ne pensent... beaucoup de familles nous disent on est désolé, on vous l'a placé. Ça, c'est dommage de parler comme ça. Parce qu'ils ne nous les ont pas placés. Les gens sont vieillissants, de plus en plus difficiles au domicile. Et nous, on prend le relais. Et ils peuvent prendre le relais aussi avec nous. J'ai jamais fermé la porte du service à une famille qui avait envie de rester plus longtemps le soir avec eux. Mais j'ai eu la possibilité et la chance de le faire parce que je travaillais dans un petit service. Je pense que les soignantes de l'EHPAD, elle n'a peut-être pas la possibilité de faire ça. Donc voilà. Et effectivement, je ne mettais pas mon pyjama, mais je mettais une robe de chambre pour indiquer à mes résidents qu'il était l'heure d'aller se coucher. On avait le rituel de la tisane, on fermait les rideaux, on discutait un petit peu, on relisait le journal ou on regardait le programme télé. Et petit à petit, ils venaient me demander pour aller se coucher parce que des fois c'est compliqué, ils trouvent pas leur pyjama ou voilà. Donc je les accompagnais tranquillement, mais pour ça il faut du temps, du dialogue, de l'écoute et un petit peu de personnel. Voilà. Merci. Alors avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à deux personnes. Annie de Vivi, qui a son site H-Village, encore une fois un site de référence où on trouve à peu près tout ce qui se passe et on voit à quel point il y a quand même une créativité à travers toutes les initiatives dont vous êtes le relais. Puis il y a aussi l'Humanitude. Alors on a beaucoup parlé de l'Humanitude, vous en parlez aussi. Nos EHPAD en Normandie, enfin mon voisin EHPAD et l'autre EHPAD dont je suis la présidente du comité d'éthique ont eu le label Humanitude. J'aimerais peut-être qu'on parle de votre réaction par rapport au rapport et puis l'ouverture aussi en termes de qualité. Merci. Merci à vous. Attention, votre main. Nous, on a été super contents que les parlementaires s'en emparent, vraiment, mais vraiment, vraiment, on ne sait pas pour rigoler. Et je me doute, que vous n'avez pas fait rire tout le monde. Et l'autre, la raison fondamentale pour laquelle on sent que les choses sont en train de décoller, c'est que on pense que peut-être enfin, individuellement et collectivement, on va peut-être enfin avoir le droit de se dire qu'on peut vieillir debout. C'est-à-dire que je pense que le fond du problème là, c'est qu'on est peut-être en train de sortir de l'impuissance. Moi j'ai toujours vécu, j'ai grandi dans la maison de retraite où ma mère bossait. Je l'ai vu vivre des situations compliquées, j'ai vu ce que c'était que de vivre avec des gens compliqués, puisque de l'âge de 3-4 ans jusqu'au collège, je l'ai vu de mes yeux vus. Et après, je me suis dit, tiens, on va essayer H-Village, on va essayer Humanitude, on va essayer toutes les approches non médicamenteuses de la Terre et du monde, parce qu'il faut qu'on accompagne tout ce qui est possible. Néanmoins, on se sentait quand même un peu seul, quand même, un petit peu face à une espèce de bouclier qui est « oui, mais c'est pas possible ». Oui, mais c'est horrible. Oui, mais ils ont la maladie d'Alzheimer. Oui, mais donc c'est pas possible, quoi. Le sentiment d'impuissance collective et individuelle. Et c'est ça qui j'ai l'impression, est en train de bouger. Et ça a bougé de la part des professionnels, parce qu'eux-mêmes, on finit par dire, il y en a marre qu'on soit les seuls en première ligne, et on en a marre de devoir subir des injonctions contradictoires. L'injonction étant, vous devez bien vous occuper des gens, mais sans en avoir les moyens. Et ça, c'est juste plus possible parce que les personnes dont on s'occupe sont de plus en plus compliquées, les situations sont de plus en plus difficiles et nous, on craque. On craque parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, mais aussi parce que les autres, là, tous autant qu'on est, vous nous aidez pas. Nous, on continue d'être en première ligne de situations super difficiles et vous continuez de nous laisser. C'est à nous d'arbitrer comme on peut
entre eux. Est-ce que je vais les coucher tôt? Est-ce que je vais accompagner tant de gens ou pas? C'est nous qui sommes en première ligne, donc nous, on prend tout sur nous et à un moment, on n'en peut plus. Et c'est ça qui a craqué là. La première ligne a craqué. Et toutes les initiatives qui essayent d'être différentes, qui essayent de les nourrir, qui essayent de les changer, qui essayent de montrer qu'on peut faire autrement, mais à une seule et unique condition, c'est qu'on change nos lunettes. C'est-à-dire qu'on change le fait qu'on regarde quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative comme un mort vivant. S'il est vivant, ça veut dire qu'il a des réalités et des capacités ou une énergie qui lui est propre. Donc comment on s'organise, nous, qui sommes aussi vivants avec lui, pour lui permettre de vivre peinard jusqu'à la fin de sa vie, avec ses petits projets à lui, avec ses moyens à lui, avec l'argent, parce que l'argent, c'est un vrai problème individuellement et collectivement. Et ça, ce sentiment d'impuissance, moi j'espère, mais franchement, je reste très très prudente. Parce qu'on en a vu, nous on y a cru plusieurs fois. Vous venez depuis une petite dizaine d'années, je crois, à nos approches, à nos colloques sur les approches non médicamenteuses. À peu près tous les ans, on y croit, nous. Tous les ans, on démarre le colloque en disant ouais, c'est bon, là ça y est, c'est parti. On a levé le frein de la tenue, on a levé le frein de la nuit, on a levé le frein des soins de force. Tout ça, c'est levé, que dalle. Juste après qu'on ait commencé à les lever, bim, ça retombe. Et je vais vous donner le cas de Fauville-en-Caux. Le cas du label Humanitude de Normandie, il est en train de craquer, le label de Normandie. Il est en train de craquer complètement parce que la structure est abandonnée aussi, la structure perd des moyens, la structure perd ses fondements, et c'est pas parce que vous avez étayé avec des apports solides, même méthodologiques, que vous pouvez tenir longtemps si les fondements repartent. Donc vous voyez, rien n'est acquis en fait. Même des gens qui sont allés loin et qui ont obtenu des choses très belles, ça peut retomber. Et ça peut retomber à cause de deux choses. C'est parce que nous n'avons toujours pas vraiment décidé qu'on pouvait vieillir debout. Parce que je pense que si on le décide vraiment, on peut changer les choses. Personnellement, maintenant, j'en suis sûre et certaine, puisque quand j'étais petite, c'était pas gagné-gagné. Franchement, j'ai vu des situations pas très jolies dans la maison de retraite où ma maman travaillait, et je me suis dit en grandissant, ce serait quand même bien que tu travailles à changer les choses, parce que ta propre mère, elle va y rentrer dans la maison de retraite où elle a travaillé, puis après, ça sera ton tour, ma grande, de rentrer dans ce genre d'établissement-là. Donc, premièrement, s'y mettre vraiment, et après, faire changer le regard collectif. Parce que moi, sans vous, et sans les parlementaires, et sans les professionnels, mais on n'est rien. Je veux dire, on n'apporte qu'une petite goutte. Donc voilà, j'ai l'espoir que les choses sont en train de changer. Et pour la petite histoire, il se trouve que ma propre mère veut rentrer dans la maison de retraite où elle a travaillé. Elle a 85 ans maintenant. Et maintenant qu'elle commence à comprendre un peu ce que ça pourrait être que des lieux de vie différents, avec des prendre soins différents, elle a regardé avec ses lunettes comment était le beau prendre soin de la maison de retraite où elle a bossé, où elle voudrait rentrer. Elle a fait demi-tour, parce que c'est un petit établissement très, vous voyez, petit peu pas terrible, on va dire. Donc là, elle a fait demi-tour. Je lui ai dit, il te reste 3-4 ans là, pour pas tomber déjà, pas chuter, essayer de t'accrocher à la maison pour pas y aller de plus vite. Mais il faut qu'on remonte tous nos manches pour aider cet établissement-là à changer. Parce que même il se trouve que la direction a changé, que l'envie de changer arrive, mais ils n'y arriveront pas tout seuls. Il va falloir qu'on y aille tous dans cet établissement-là pour les aider à changer. Et que ça retombe pas derrière. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible. Merci à vous. Merci vraiment. Alors moi, je suis une élue de quartier. Je connaissais rien du tout au grand âge quand on m'a donné cette délégation. J'étais plutôt sur l'exclusion, qui est mon autre délégation. Mais je dois dire que le sujet m'a passionnée. J'ai commencé à lire, j'ai été visiter beaucoup de choses, et j'ai découvert un grand âge que je n'entends pas complètement ici, parce qu'on est sur des EHPAD, donc on est sur vraiment le grand âge problématique, alors que moi, dans mon arrondissement, se côtoient des grands âges complètement différents. J'ai le monsieur
Voilà, j'ai le monsieur qui organise la banque alimentaire, qui a un travail logistique complètement dément parce qu'on est présent avec 350 bénévoles. Il fait un tableau XL, donc c'est lui qui organise ça. Il a 85 ans. Donc la plupart des grands bénévoles de l'arrondissement sont des octogénaires qui sont quelquefois encore en mobilette. Hein. Donc il y a vraiment le grand âge maintenant, c'est tout. Et c'est vrai que ça donne aussi de l'espoir aux gens de se dire que finalement, bon bah on n'est pas, ça n'est pas une nécessité. Enfin, on n'est pas tous en train d'aller vers Alzheimer, on n'est pas tous en train d'aller vers l'EHPAD, et que je pense que les EHPAD Alzheimer, ça va beaucoup plus être des trajets de maladie maintenant. Ça va être considéré même par beaucoup de gens âgés comme une maladie, comme on peut avoir une maladie plus jeune aussi, comme on peut avoir un cancer quand on est plus jeune. On peut, quand on est plus vieux, être tellement affaibli qu'on peut plus vivre seul, ou effectivement avoir une maladie dégénérative. Et ceci est sans dire, alors j'ai envie de rebondir sur des tonnes de choses que vous avez dit, sur ce que vous avez dit sur l'aspect physique des maisons de retraite. Moi, j'avais une grand-mère américaine qui est décédée à 95 ans, qui a passé quelques années dans un EHPAD dans le Colorado, il y a 30 ans, et ça ressemblait à une maison. Il y avait de la moquette, il y avait des fauteuils, ça ressemblait vraiment à une maison. Et quand ma grand-mère bretonne a été dans une structure un petit peu pareille en France, j'étais très surprise, effectivement, de voir que ça ressemblait pas vraiment, enfin beaucoup moins à une maison. Et ça, il y a d'autres pays effectivement qui l'ont fait. Alors je me suis toujours demandé, est-ce que c'est nécessaire d'avoir que du lino par terre, par exemple? Ça va. Et franchement, maintenant il y a des faux bois. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire le même effet au même prix, et que c'est quand même plus joli. Et puis on a quand même au moins l'impression d'être dans un hôpital. Donc c'est des choses comme ça. Je rebondis un petit peu du coq à l'âne. Mais voilà, je pense qu'il y a un message à faire passer auprès de la population générale pour que peut-être ils aient plus envie de s'impliquer auprès de leurs voisins âgés et tout ça, qui est un de mes chevaux de bataille. J'ai beaucoup de mal à convaincre quelquefois la mairie d'essayer de faire vraiment des missions un petit peu d'information auprès de la population générale. Moi, j'ai proposé de mettre des petites affiches dans tous les immeubles en disant faites attention à vos voisins âgés, peut-être qu'ils pourraient vous aider avec vos plantes l'été. Enfin, parce que donner un peu l'impression qu'il peut y avoir de la réciprocité. C'est pas que dans un sens. Le lien, c'est pas vous seulement qui aidez la personne âgée, c'est la personne âgée peut aussi garder vos animaux. Donc, il y a plein de choses à créer, et il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se créent, plein d'associations. Mais dans la ville, dans une grande ville comme Paris, c'est pas si facile que ça. C'est vraiment, c'est peut-être plus facile dans des villes moyennes, non? C'est un regard sur le grand âge. Et vous avez raison de dire que l'EHPAD, c'est un moment. Mais encore fallait-il prendre conscience que ce moment existait et qu'il fallait le traiter et qu'il n'était pas traité. Mais par contre, dans notre rapport aussi, il y a tout un volet prévention. Vous savez, il y a un médecin qui dit, je ne sais plus son nom, je regrette, au cours d'une conférence qu'il donnait, il disait... c'est la référence au bébé qui a attiré mon attention. Il disait, aujourd'hui, sur 2 bébés qui naissent, il y en aura au moins un qui dépassera les 100 ans. Donc, on ne peut pas nier que c'est un problème démographique, évidemment, et qu'il faut le traiter. Mais en même temps, vous avez raison de dire, et ça c'est l'aspect prévention. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à faire en prévention, de manière à vivre le plus longtemps possible, dans le meilleur état possible. Et c'est vrai que là, des progrès ont été faits. C'est une évidence. Mais là aussi, ça demande une prise en charge du grand âge. À partir de quand il commence, ça, c'est à nous de le dire. Mais une prise en compte du grand âge qui est quelque chose... qui est un regard qui aujourd'hui n'est pas celui qu'on devrait porter sur les personnes qui deviennent âgées, mais qui pour autant toutes ne tomberont pas dans la dépendance. Et que donc il faut prendre les choses d'une manière globale, il faut avoir des médecins bien sûr, mais il ne faut pas que des médecins.
il faut des sociologues, il faut des psychologues, et puis il faut surtout des politiques qui décident en effet qu'il faut s'en occuper. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en France, mais on va essayer de faire bouger les choses. Et je voudrais juste compléter ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a 8 octogénaires sur 10 qui va bien. Hein. Ça, c'est un chiffre, si vous voulez bien en retenir un seul, c'est que 8 sur 10 va bien. Il court peut-être moins vite que quand il avait 20 ans, mais il va bien. En revanche, ce que je voudrais rajouter, c'est que même quand on a une maladie neurodégénérative, on peut vieillir debout. Aujourd'hui, on en est sûr, on est certain, quand vous voyez ce que Blandine a fait à Crolles, quand vous voyez ce qui se passe au Québec, quand vous voyez ce qui peut se passer en France aussi, on peut vieillir debout, y compris avec une maladie neurodégénérative. Ça demande beaucoup d'aide et beaucoup d'environnement favorable autour. Mais ça n'est pas incompréhensible, enfin, ça n'est pas insurmontable. Il faut juste le décider, mais aujourd'hui, on en est sûr, on peut y arriver et on va y arriver. On va ouvrir peut-être à la discussion. Alors je vous invite les personnes qui veulent intervenir, comme nous n'avons qu'un micro, vous allez venir ici. Et on va écouter plusieurs interventions et puis ensuite vous réagirez. Mais il y a probablement un élément à prendre en compte. On l'a vu, il y a les distinctions entre le bel âge, c'est-à-dire on vieillit, on mature, on continue à avoir des responsabilités, à être investi dans la cité. Et puis il y a l'âge où on perd en autonomie, où on perd en reconnaissance, on se marginalise, on devient solitaire, etc. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Je ne suis pas si certain que ça, que la société actuelle soit favorable à une attitude très compatissante vis-à-vis du grand âge, dans la mesure où on est très dans le jeunisme aussi. C'est-à-dire que la culture de l'immédiat, la culture de la performance, la culture des plus de 40 ans qui sont déjà has-been par rapport aux nouvelles technologies, je pense que c'est une réflexion politique qui doit se situer également là. Et pas uniquement dans les lieux d'accueil ou dans les structures de soutien. C'est quelle place reconnaît-on une personne qui, bien que n'ayant plus que 40 ans, a toujours sa place dans la cité, ne serait-ce que parce qu'elle a contribué à l'affaire. Donc il y a vraiment une réflexion, j'allais dire, quasiment politique et éthique qui doit accompagner votre démarche. Mais en tous les cas, vous avez vu à travers cette première partie d'échange à quel point votre rapport est un rapport éthique. Vous vous rendez compte. Et à vous porter vraiment les questions. Je vous incite vraiment à voir ce rapport. Il est superbement, enfin, la contribution finalement, la deuxième partie que vous avez apportée à la mission, à la commission des affaires sociales, c'est vraiment extrêmement structuré, c'est très construit, c'est bien écrit. Et il faudrait ne pas être politique pour pas prendre des mesures très rapidement, y compris quand vous êtes ministre de la Santé, puisque vous avez dit qu'il y avait eu quelques frottements et quelques réticences. On a entendu le président de la République. Voilà, on l'a tous entendu. Alors première intervention, monsieur. Attendez, vous le trouvez sur Internet, mais vous le trouvez aussi sur le site de l'Espace Éthique, vous regarderez. Mais vous regardez, vous faites le rapport, vous mettez les 2 noms de nos parlementaires et il sort de suite. Vous avez aussi la mission Flash. Voilà, mais vous le recevrez, sinon on vous l'enverra, mais vous regardez sur le site, c'est vraiment accessible.